Donc, il y a Luca De Meo, le directeur général, qui a eu une audition justement devant l'Assemblée. On a parlé il y a quelques semaines de celle de Florent Ménégo de Michelin. Celle-là était très chiante. Donc, c'est cool qu'on vous fasse un petit débrief, mais je ne vous encourage pas à aller la regarder. Moi, j'ai fait 1h22 sur 2 heures et quelques, et le problème, c'était les questions redondantes et ultra répétitives des députés, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'ils avaient leur petit agenda pour venir se faire mousser et parler, mais c'était pas intéressant. N'est-ce pas, Pascal? Écoute, ouais, c'était pas génial parce qu'il posait pratiquement tout le temps la même question. Il y a une fonderie visiblement en Bretagne qui a du mal, qui a des difficultés à garder sa production. Et en fait, tous les parlementaires, je crois que c'était ils posaient la même question par rapport au fait qu'il fallait soutenir cette fonderie. Et le patron de Renault, moi je l'ai trouvé assez bon, il a répondu, je sais pas, 6, 7 fois d'une manière différente. Et puis au bout d'un moment, en fait, si le veux, j'avais vraiment l'impression que c'est comme les élèves d'une même classe, puis on leur dit, bon, ben voilà, les 25 élèves vont pouvoir poser une question, puis tout le monde a son petit billet, puis ils voulaient dire qu'en fait, ils étaient les serviteurs de telle et telle région en France. Et du coup, ce qu'ils faisaient, en fait, c'était un peu une pré-campagne électorale pour dire, bah, vous voyez, moi, je défends les gens du Finistère, moi, je défends les gens de la Bretagne, je défends l'emploi. En fait, c'était une espèce d'affirmation, mais on n'était pas du tout, à mon sens, dans un dialogue constructif pour essayer de trouver des remèdes et de comprendre ce qui convenait de faire. J'ai une question qui était intéressante sur le salaire. Donc, il y a un des députés ou parlementaires, je ne sais pas comment on les appelle. Je dirais plutôt des gens un peu inutiles parce qu'à aucun moment donné, ils se sont remis en question sur les lois et les réglementations. Ça, on abordera plus tard, mais du point de vue du salaire qui est à 5,5 millions d'euros, à peu près 460 000 euros par mois, j'ai trouvé que ce n'était pas élevé. Si on compare avec ce que touchait en 2023 le patron d'UBS, donc la fameuse banque suisse, il est à 14 millions. Nestlé, c'est un truc comme 11 millions en 2023. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, les gens étaient choqués de son salaire à 5,5 millions, mais c'est Oui, des mais mecs. de nouveau, en fait, bon, déjà, ce sont des chiffres. Renault, c'est une société qui est cotée en bourse, donc en fait, ce sont des chiffres qui sont publics. Tout le monde y a accès. C'est plutôt en bas de l'échelle de ce qui se pratique pour ce genre de groupes internationaux. Moi, bon, il y a deux manières de réagir. D'un côté, 460 000 euros par mois, tu vois les étoiles, c'est ahurissant comme quantité de pognon. Mais d'un autre côté, c'est assez modeste par rapport aux standards de l'industrie. Je pense qu'on peut quand même faire un commentaire là-dessus si on regarde les choses dans une perspective un peu plus longue en termes de timing. C'est que ce qui s'est passé, c'est que l'actionnariat a aligné ses intérêts avec les patrons. C'est-à-dire que si tu donnes des stock options, enfin, tu indexes le salaire du patron sur la profitabilité de l'entreprise, ben forcément qui roule plus pour les actionnaires que pour d'autres piliers de la création de valeur. Bon voilà, mais ça c'est une chose qui date d'il y a longtemps. En fait, on avait eu en Suisse une votation pour limiter l'écart salarial entre le salarié le plus mal payé et le mieux payé. Je crois que c'était 1 à 12 qui avait été proposé, ça a été rejeté par le peuple. Donc voilà, ben, par exemple en Suisse, ben, le peuple a tranché, on ne veut pas de ça. Personnellement, je pense que même si ces rémunérations en termes de volume, elles sont impressionnantes, il faut aussi voir que si tu prends le poste de PDG de Renault, ça fait 20 ou 30 ans que tu t'entraînes. Enfin, lui, il l'a bien expliqué. Et puis qu'après ça, tu es complètement entraîné, puis tu peux plus faire quelque chose d'autre. Enfin, je veux dire, et parfois, ces grands patrons, ils ont toute une série d'ennuis. Donc, je pense pas, en fait, qu'on en trouverait pour beaucoup moins que ça. Euh, pour moi, c'est un détail, en fait. C'est une espèce, de nouveau, comme avant, les questions sur la fonderie, c'est une manière de signaler son indignation. Mais signaler son indignation, ça indique en fait que tu es vertueux comme parlementaire, mais ça n'aide pas en fait à faire ni avancer le débat, ni à préserver les emplois, ni quoi que ce soit d'autre. Et la question qu'il faudrait poser aux parlementaires, c'est si on doublait la rémunération de ce patron, mais qui ne fermait pas l'usine de fonderie, qu'est-ce que vous en penseriez? Tu vois? Moi, je veux dire, je pense que c'est un faux débat, c'est pas central.
En fait, le problème là, ce sont les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'emplois qui disparaissent en Europe dans la filière automobile. Et le défi, il est industriel. Le défi, c'est pas de savoir si Paul, Jacques ou Jean est trop payé ou pas assez. C'est vraiment un débat qui n'a pas d'intérêt. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que ça revient souvent et puis on a l'impression de toujours, enfin, le PDG, le CEO, il se fait cracher dessus alors que c'est quand même beaucoup de stress, hein, j'imagine, de gérer Renault et puis de le remettre sur pattes quand lui, il l'a repris en 2020 et disait qu'il y avait 8 milliards de pertes et que maintenant, l'usine, elle se porte bien. Donc, si tu veux rester pérenne, si tu veux t'en sortir, et justement, c'est une industrie en pleine mutation, tu es obligé d'avoir quelqu'un de très bon, et quelqu'un de très bon, bah, tu n'en as pas énormément, et puis il coûte cher, ce qui est tout à fait normal. Justement, donc, une des premières choses dont il a parlé, c'était l'électrification imposée, donc une rupture super brutale. Donc, en gros, depuis 150 ans, ben, on a des voitures thermiques avec des moteurs thermiques. Et là, justement, à cause des pressions et des décisions européennes, donc on est passé au tout électrique, c'est devenu une obligation. Et lui, il disait justement, donc on nous impose un bouleversement systémique sans anticipation de conséquences. Alors, je dirais que la voiture thermique n'est pas encore interdite, mais elle le sera à partir de 2035 en Europe. Donc, en fait, on dirait en anglais un self-inflicted wound, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui se shoot dans le pied en décidant, voilà, que c'est comme ça. Alors, c'est intéressant et puis alors, pire, c'est qu'en fait, à partir de 2025, s'ils tiennent pas, je crois que c'est 15% à peu près des véhicules vendus qui doivent être électriques, ils sont en dessous de ce chiffre, ils vont se prendre de gigantesques amendes. D'accord? Donc, c'est le double bâton. OK? Alors, si on fait un petit peu le portrait de cette affaire, en fait, l'Europe n'a pas décidé qu'il fallait passer à l'électrique parce que voilà, ils en avaient marre du moteur thermique. On a fait ça, enfin, pas moi, mais collectivement, on va dire, l'institution européenne a décidé de fixer ce cap pour décarboner le transport en Europe. D'accord? Et du coup, je trouve pas tout à fait juste de dire non, on n'a pas eu le temps de s'adapter, on n'a pas eu de heads up. Ça fait un moment qu'ils le savent, donc en fait ils sont en route pour le faire. Et d'ailleurs ils investissent comme des dingues pour le faire, avec pas mal de succès pour le moment. Ils viennent de sortir ce Renault 5 électrique qui est génial, mais bref. Donc en fait il y a un plan qui est fixé, et puis on dit ben voilà, en 2035 il y a plus de voitures thermiques, et puis à partir de 2025, si vous n'avez pas amorcé en volume une transition suffisante, vous aurez des amendes. Et en fait, ce que je trouve marrant, navrant, mais rigolo, ça me fait bien sourire, c'est qu'en fait, si tu dis le but, c'est de décarboner le transport, on aurait pu fixer une autre règle, comme par exemple, il faut que le poids moyen des véhicules diminue. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Parce qu'évidemment que faire un SUV ou un 4x4 qui fait 2,5 tonnes avec un moteur électrique, il faut quand même des matériaux, il faut de l'acier, il faut de l'aluminium. Donc ça n'a pas de sens. Il y a par exemple l'excellent cabinet de conseil Carbone 4 de Jean Covici qui explique justement ça. En fait, le premier critère, c'est le nombre de véhicules. Le second, c'est le poids. Et le troisième, le nombre de kilomètres parcourus. Donc, on aurait pu prendre, si le but c'était de décarboner, la bonne mesure à prendre, c'est de limiter le poids des véhicules. Alors, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux dire, ben voilà, au-delà d'un certain poids, tu payes une taxe tous les 10 kilos supplémentaires, peu importe. La réalité, c'est que c'est pas ça qu'on a fait. On a simplement dit, il faut qu'elle soit électrique. Mais une voiture électrique j'ai contrôlé ce matin la nouvelle Renault 5 électrique, qui est une petite automobile, hein, encore une fois, hyper chaud, hyper belle. Elle fait 1,5 tonnes. C'est quand même beaucoup de kilos, hein, 1500 kilos pour une petite voiture. Bon, ben, les batteries, c'est lourd, hein, c'est pas parce que les ingénieurs ont fait du mauvais travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de forcer l'industrie automobile à caresser la mort pour faire des véhicules d'un poids pareil et que ça n'aide finalement pas tellement l'environnement, c'est un peu bête. Deuxième chose, c'est qu'en fait, si tu forces la transition vers le véhicule électrique, il faut fabriquer de l'électricité de manière décarbonée. Mais en même temps, on arrête le nucléaire, qui est en fait la seule source primaire d'électricité qui est décarbonée. Donc en fait, on dit,
on fait plus d'électricité décarbonée. D'ailleurs, si on regarde le bilan carbone de la production d'électricité en Allemagne, il est des ordres de grandeur plus grandes que celle de la France, malgré le fait que l'Allemagne investit dans les éoliennes et les panneaux solaires. Donc voilà, ça fonctionne pas. Et le seul pays qui est vraiment vertueux en matière d'électricité décarbonée nécessaire pour faire rouler des voitures électriques, c'est la France, mais ils construisent plus de centrales nucléaires. Donc, moi, honnêtement, si j'étais patron d'un groupe automobile, tu sais pas où gicler parce que on te demande de faire un truc qui risque de faire mourir ton entreprise, t'investis des milliards, après on te met une amende parce que ça ne va pas assez vite, mais de toute façon, à la fin, comme l'électricité est carbonée, ça ne sert à rien. C'est vraiment complètement absurde. Le problème qu'il y a là, en fait, c'est que les politiciens ne font pas de physique, en fait. Ils sont complètement détachés du réel. En fait, ils prennent des décisions pour signaler leur vertu. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont tout à l'électrique. Bon. Mais ça aurait été cohérent si on avait limité le poids des voitures et si on avait construit des centrales électriques. Là, on aurait pu dire, bon, on a un vrai plan, on va développer la filière nucléaire et on va rouler dans des voitures un peu moins confortables, mais beaucoup moins lourdes et puis qui préservent l'environnement. Et là, je pense qu'en fait, les citoyens marcheraient dans la combine parce qu'ils se diraient, bon, ça fait du sens, en fait. On fait quelque chose qui est aligné, qui va porter ses fruits et amener des résultats. Mais là, a priori, je sais pas, il faudrait voir une étude détaillée, mais si le poids des véhicules il augmente de 500 kilos en moyenne, je suis pas sûr qu'on aura gagné grand chose. Tout ça en se tirant dans le pied parce qu'en fait, on a dû faire transitionner cette industrie qui, ma foi, maintenant va mal. Peut-être qu'ils y arriveront, peut-être pas, mais disons, s'imposer un changement pareil sans bénéfice pour l'environnement notable, je trouve ça vraiment un peu ballot. Et lui, c'est ce qu'il disait, c'est que l'Europe vraiment se tire une balle dans le pied. Et puis, il a été très dur avec ses mots qui dit que l'Europe n'a pas de politique industrielle cohérente. Donc, l'industrie investit 250 milliards dans l'électrification, mais Renault, tu en parlais, risque une amende de 16 milliards d'euros en 2025 car les infrastructures de recharge ne suivent pas et les aides à l'achat sont insuffisantes. Donc, et moi, ce qui m'a choqué un peu, c'est qu'à un moment donné, tu as ces parlementaires qui se remettent en question parce que quel est leur rôle, en fait? Si on reprend le rôle d'un parlementaire ou d'un député, c'est quoi? C'est de voter des lois, d'essayer d'augmenter la compétitivité. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Dans l'absolu, c'est ça, en fait. C'est tout. C'est-à-dire, ces mecs, comme ils ont une hypothèque, quoi. Ils payent un loyer, ils ont des enfants, ils doivent vivre. Et du coup, ils doivent être réélus. Ça va pas. Donc, en fait, ce qu'ils font, et on le voit bien dans l'entretien, en fait, ils posent tous la même question parce qu'en fait, de reprocher un chef d'entreprise qui va potentiellement fermer un site de fonderie, c'est vendeur. Moi, j'ai imaginé en l'écoutant, je voyais le mec qui arrivait près de son moule, qui faisait de la fonderie, tu vois, tu as envie de l'aider. Tu peux pas dire, bon, tu peux fermer les fonderies. Mais d'un autre côté, si tu veux, c'est absurde parce que il faut remonter à la base. Pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour décarboner le transport. Puis, en fait, et ça vient d'où? Ouais, voilà. Mais admettons qu'en fait, c'est une bonne idée de décarboner le transport. Mais on dit, c'est OK, c'est comme ça. Mais du coup, il fallait mettre en place des systèmes pour fabriquer de l'électricité de manière décarbonée et il fallait avoir le courage de limiter le poids. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que les gens ils veulent des voitures grandes, lourdes, des 4x4, confortables, plus sûres. D'accord? Puis si tu limites le poids, je sais pas si tu as déjà vu ces petites Renault Twizy, c'est une espèce de toute petite voiture électrique avec une espèce de pare-brise un peu comme ça en plastique. C'est entre la moto et l'automobile, on va dire. Voilà, ça c'est extrêmement vertueux. Mais c'est sûr que c'est pas le même confort qu'une Tesla, c'est clair. Donc, ne pas limiter le poids, mais imposer l'électrique, c'est bête. Et puis, ne pas faire de centrale nucléaire et imposer l'électrique, à la fin, ça n'aura pas d'effet. C'est vraiment complètement absurde. Mais c'est là où, comme tu le dis souvent, où on se tire une balle dans le pied parce qu'à un moment donné, on dit on doit électrifier. Donc peut-être on aurait dû, au lieu de dire 2035, on aurait dû remettre à plus tard parce que non plus, il n'y a pas autant d'urgence que ça, tu vois. Et puis, à un moment donné, c'est ce que tu te dis, je me concentre sur l'environnement ou aussi que je me concentre aussi sur l'aspect sociétal. Et là, en fait, en faisant ça, c'est que tu perds en termes de compétitivité par rapport à la Chine.
Tu vois, on te dit que la voiture électrique chinoise coûte 25% de moins qu'une européenne, que l'Europe ne contrôle que 10% de la production mondiale de batteries, que l'électricité coûte 2 fois plus cher qu'en Chine et 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. Et qu'avec ça, bah, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué, c'est chaud. Mais tu vois, l'argument, ça dépend de l'échelle de temps à laquelle tu regardes la chose. Parce qu'en fait, si d'aventure on fait rien pour en fait favoriser un vivre ensemble, ce qui veut dire des jobs, enfin une création de valeur pour tout le monde, et puis une planète habitable, si possible, c'est quand même une bonne idée de préserver la seule planète qu'on est. Donc, on peut pas dire c'est pas une bonne idée. La question, c'est comment. C'est quand? Moi, je pense à quel rythme, mais surtout comment. C'est-à-dire que la physique, elle s'en fiche des politiciens. Tu peux, si tu veux, en Allemagne, ils ont investi des dizaines de milliards pour construire des éoliennes et des panneaux solaires, et en fait, l'Allemagne émet énormément de CO2. Et je pense que le problème principal de la politique, c'est qu'en fait, si tu tiens la physique, elle a la peau dure. Elle s'en fiche qu'un politicien soit pas content. Tu peux pas. C'est comme ça. C'est la vie. Elle s'en fiche. Tandis que les politiciens, ils ont une durée de vie qui est courte. Et puis, il y a en plus de ça un millefeuille. C'est-à-dire que l'Europe, elle signale sa grande vertu en votant une loi qui dit qu'en 2035, il n'y a plus de moteur thermique, tout le monde boit un verre de champagne, on est content, on a fait quelque chose pour le monde, etc. Mais le rôle des politiciens, c'est de voir au-delà de la popularité immédiate et de proposer un plan qui ait des effets vertueux pour les citoyens. Et là, il y a deux difficultés. C'est que la première, c'est qu'en fait, le plan qu'ils proposent, il est stupide parce qu'il est partiel et mal pensé. Il fallait limiter le poids des voitures, faire des centrales nucléaires, si tant est qu'on veuille bien électrifier, pour baisser le coût de l'électricité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un delta entre l'Europe, qui est l'étage supérieur non existant mais existant, les pays et les régions dans ces pays. Et une chose à laquelle je réfléchissais en préparant notre discussion, c'est qu'en fait, si on regarde les choses avant l'électrification, il y avait déjà une déperdition d'emplois dans le secteur automobile en France. Mais c'était lié à la concurrence européenne interne. Je reformule ça. On est en Europe, puis tout d'un coup, on dit, ben voilà, vous pouvez faire une usine de voitures en Roumanie, où les salaires sont moins bas, où la loi sur le travail est un peu différente. Ben, c'est soit on dit vive la France, soit on dit vive l'Europe. Mais dire tout en même temps, ça marche pas. Donc du coup, si on dit non, bon, ben maintenant, c'est l'Europe qui compte. Puis les mecs, ils disent, bon, ben ok, alors on va aller faire des voitures en Hongrie ou en Roumanie ou je sais pas où, ben ils le font. Ou en Turquie, enfin bref, près de là où ils les vendent. Et du coup, c'est là qu'ils ont besoin de fonderie. Et on leur reproche de ne pas tout faire en France. Puis s'ils sont pas compétitifs, on leur reproche de ne pas vendre assez de voitures parce qu'elles sont trop chères. Il y a un moment où ces injonctions contradictoires, elles ne fonctionnent plus. Et c'est un peu lié au fait que chacun de ces intervenants, que ce soit un parlementaire français qui essaye de faire le meilleur job qu'il peut, mais lui, il regarde sa région et ce que lui disent ses électeurs. Mais je crois qu'il y a une espèce de détachement du réel dans les étages du haut, plus que dans les étages du bas. Et qu'en fait, quand on est trop loin des territoires, on sait plus ce à quoi enfin, ce pourquoi on prêche. Et du coup, que l'Europe, elle prenne des espèces de grandes décisions pour dire, ben voilà, dans 20 ans, il va falloir que tout soit électrique, ben, c'est facile, en fait. Tu sors de là, t'es populaire, t'es un mec visionnaire. En fait, c'est pas vrai. En fait, t'es un con. Parce que tu essayes d'être populaire en prenant une décision qui est comme ça, un peu, en plus, qui n'aura pas d'effet sur le réel. C'est-à-dire que faire toute cette transition, ok, why not? Mais il faudrait au moins que ça serve à quelque chose. Et c'est pas, ils ont des mecs qui leur ont expliqué qu'il fallait que les voitures soient moins lourdes. C'est pas qu'on a une grande idée de génie, là, hein. C'est documenté, il y a certainement des rapports, il y a des gens qui ont fait des calculs, tout le monde le sait. C'est juste que, non, je ne vais pas faire un truc utile. C'est quand même un peu ballot. Donc, en fait, le politicien, il doit réconcilier le réel avec la difficulté de faire face surtout aux mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, en général, les gens s'en rendent compte. Mais il faut arriver à vendre un plan avec les mauvaises nouvelles et expliquer aux gens pourquoi, en fait, ce plan, il doit être cohérent et fait comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait que le bout facile, tout à l'électrique. En fait, ils signalent leur vertu. Mais ça fait des catastrophes dans la vraie vie après. Et c'est ce qu'on voit maintenant.
Ouais, puis c'est vrai ce que tu disais. Après, c'est un peu cette illusion du de Made in France, en fait. Ça serait plus Made in Europe. Donc, ce qu'on devrait promouvoir. Et puis, Ouais. et puis tu vois, enfin, Renault, ils ont investi en Turquie, en Espagne, au Portugal. Mhm. Et ce qui me frappe le plus dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as cette audition de Luca De Meo qui me semble être brillant. Enfin, moi, c'est vrai que Mhm. je suis tombé des nues avec Florent Ménégo de Michelin et puis lui, je trouve ils sont très bons. Euh, mais à un moment donné, à aucun moment, enfin, ces parlementaires, ces députés vont être auditionnés, tu vois, dans les erreurs qu'ils ont faites, enfin, les décisions qu'ils ont prises sur l'électrification, etc., etc. Donc lui, il vient, il est auditionné, il doit répondre pendant 2 heures à 24 fois la même question. Et puis ceux qui lui posent la question, on leur pose jamais la question pourquoi vous avez pris des décisions aussi stupides. Et puis c'est vous, in fine, qui êtes en train de détruire des emplois. Alors, je ne sais pas, c'est en partie vrai, mais si tu veux, le problème, c'est que le temps, si tu veux, plusieurs choses. Premièrement, l'humanité n'a jamais fait de transition énergétique. On a toujours empilé les couches d'énergie. On consomme maintenant plus de charbon que quand on avait que le charbon. Donc le mot transition énergétique, on ne sait pas trop ce que c'est, on l'a jamais fait. Peut-être qu'on va y arriver, mais c'est quand même un truc très nouveau. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, je pense que le job des politiciens, c'est d'amener les gens vers le réel. C'est de leur lire la carte et le territoire pour leur expliquer, ben voilà les gars, c'est pas tout rose, c'est pas tout noir, voilà ce qu'on va faire, on va essayer de s'en sortir. Mais ils doivent avoir au moins une sonde dans la réalité qui leur permet de comprendre ce qui se passe. Ok? Les industriels comme le PDG de Renault ou de Michelin, ce sont des gens brillantissimes, mais ils sont dans le réel toute la journée parce qu'ils doivent à la fin fabriquer des voitures qui prennent pas feu et qui fonctionnent. Donc, ils sont dans le réel. Mais les politiciens, pas. Et en fait, ils s'en sont éloignés pendant des années. Et je pense que l'Europe, elle a une grosse responsabilité là-dedans parce qu'elle a ajouté une couche dans un millefeuille absolument incompréhensible. Et en fait, qui est-ce que tu blâmerais pour ça? Les gens qui ont voté la loi pour l'électrification obligatoire en 2035, ils vont dire qu'ils avaient un rapport qui leur expliquait qu'en fait ça irait, que ma foi c'est les industriels qui n'ont pas fait leur boulot pendant cette longue décennie pour s'adapter. Les gens des régions en France, en fait, ils sont pas d'accord avec le fait qu'il y ait des jobs en Turquie ou en Roumanie. Parce que tu vois, ça me fait aussi bien rire parce qu'en fait on dit bon, ça nous enquiquine et ça je le comprends. Il n'y a pas de job en France. Il faut savoir que si les jobs restent en Europe, peut-être qu'en fait c'est favorable. Il faut décider au bout d'un moment. Et puis j'ai entendu personne dire qu'en fait c'était un problème parce qu'il n'y avait pas de filière automobile au Nigeria. Tu vois, en Oui. fait, où s'arrête ta loyauté en fait? Tu peux dire parce que d'ailleurs les Chinois, ils ont bien le droit de fabriquer des bagnoles. On dit mon Dieu, il y a les Chinois qui vont faire des bagnoles, la Chine, elle monte en puissance, ils vont faire des super voitures. C'est vrai. Mais Et ils sont en l'Europe, avance à ce qu'ils disaient, hein. ouais, mais oui, et dans le Il leur faut software, jusqu'en et dans le sourcing. 2028. Ils pensent en Ouais, 2028 faire des voitures aussi. Et donc, ils ont mais oui. rattrapé et ils ont dépassé. Ouais. Ouais. Mais ils ont toute une politique en fait de fabrication. Ils construisent des centrales nucléaires toute la journée. Ils sont conséquents. Alors, évidemment, on peut dire bon, bah, l'État chinois, il a besoin de se faire réélire. Alors, ça facilite l'implémentation d'un plan stratégique. Mais je ne crois pas que c'est la question du modèle démocratique. Je pense que c'est la question du rapport au réel. Et que moi, je pense que une des raisons principales pour lesquelles Trump a été réélu, c'est qu'en fait, il parle du réel aux Américains et que les Américains se sont dit oui, c'est ce que je vois aussi. Et quand quelqu'un te dit le réel, en fait, c'est très rassurant, alors que tu as tendance à lui faire confiance. Et à mon avis, la grande erreur maintenant, ça sert à rien d'aller chasser les parlementaires français ou européens qui auraient pris telle ou telle décision, parce que c'est un système beaucoup trop complexe. Moi, je ne crois pas du tout à cette chasse aux sorcières, mais il faut simplement faire un retour d'expérience sur ces décisions qu'on a prises. Est-ce que cette électrification va décarboner la mobilité en Europe? À mon avis, pas. Donc, qu'est-ce qui nous manque comme décision réglementaire pour le faire, premièrement? Parce que les peuples ne peuvent pas adhérer si ça ne sert à rien. D'accord? Mais je suis à moitié d'accord avec toi, où je me dis à un moment donné, enfin, tu as ces parlementaires, ou même c'est au niveau peut-être, enfin, sûrement au niveau européen, mais qui prennent des Mhm. décisions.
et souvent des mauvaises décisions. Et au lieu de se dire, bah, peut-être maintenant il faut faire machine arrière parce que même eux-mêmes ne peuvent pas les implanter, ne peuvent pas les exécuter, et ben en fait ils passent entre les gouttes, tu vois. Et ce que disait le Ménégo, il te disait, voilà, moi si je gérais les finances de Michelin comme vous gérez les finances de la France, je me ferais virer après une semaine. Mais en fait, c'est qu'à un moment donné, tu n'as aucune responsabilité. Donc, ils peuvent légiférer, ils peuvent prendre des décisions de leur côté et tout. Et à aucun moment donné, on pivote, on revient en arrière ou on leur demande des comptes, en fait. Et je pense que c'est tellement facile de prendre des décisions parce qu'on sait pertinemment derrière que rien ne va se passer, on ne va pas être viré, on ne va pas être challengé. Et que, en fait, je pense que si tu mettais un système en place après une année, justement, de mesurer, de mettre des OKR, des KPI sur les décisions qui ont été prises, eh ben, tu limiterais ces lois qui changent chaque année et puis des bêtises, quoi. Parce que pour moi, c'est trop facile de. Ouais. Moi, je suis pas sûr que ce système fonctionnerait parce qu'il y a la force de rappel par rapport aux politiciens, c'est qu'en principe, s'ils font du mauvais job, ils sont pas réélus. Mais là. Ouais, mais c'est trop tard. Ouais. Attends, parce que c'est intéressant, c'est trop tard. Tu as fait 4 ans, tu as fait n'importe quoi pendant 4 ans, tu as coulé le bateau, et puis après, c'est bon, tu n'es pas réélu, mais tu as fait ce que tu as à faire, quoi. On peut peut-être s'inspirer de la Suisse, qui a un système qui m'a l'air pas mal. C'est qu'en fait, il y a le droit d'initiative. Ça veut dire que si une portion jugée suffisante des administrés décide de proposer une loi nouvelle, ben, tout le monde vote. Et puis, le droit de référendum, ça veut dire que si les gens à qui on a délégué notre droit de représentation, à savoir les élus, proposent un truc qu'on n'aime pas, on dit, ben, ouais, s'il y a une portion significative des gens qui disent non, non, ça ne nous plaît pas, en Suisse, ce ne sont pas les politiques qui décident du référendum, ce sont les citoyens. Et en fait, ça change tout parce que cette force de rappel, elle est constante dans l'exercice du mandat politique. Et du coup, les politiciens, c'est vrai, ont moins de pouvoir. On n'a pas forcément besoin de connaître le nom de la présidente de la Suisse pour exister et être renseigné. Mais on n'en a pas d'ailleurs, hein, pour le moment. Viola Amerd, elle est partie et puis il n'y a personne qui semble être intéressé à reprendre le poste. C'est étonnant. Non, ils vont trouver quelqu'un. Mais le truc, c'est que c'est un job très particulier parce qu'en fait, les citoyens ont quand même une grande force de rappel. Et même s'ils ne proposent pas d'initiative ou de référendum pour une loi en particulier, le fait pour le système politique suisse de savoir qu'en fait, il y a cette force de rappel constante, ça les oblige en fait à prendre une décision avec laquelle le peuple d'aventure serait d'accord. Et ça, en fait, c'est assez puissant parce que ça change le rapport au temps d'un politicien. Parce que s'il veut pouvoir faire passer des choses, il faut que ce soit accepté par le peuple. Et du coup, je trouve que ça, c'est peut-être une manière de mettre des KPI, si tu veux, de manière dynamique. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, une nation ou un continent, l'Europe, etc., il faut mettre des KPI. Mais c'est extrêmement complexe parce qu'en fait, il y a des objectifs à très long terme, à moyen terme, à court terme. Il y a différentes cultures. C'est vraiment d'un niveau de complexité qui est dingue. Et dans une entreprise, c'est pas toujours facile de fixer les bons KPI. Je vais donner un exemple après qui fera rire les auditeurs, mais en France, à la SNCF. Mais je veux dire, je ne sais pas ce que je mettrais comme KPI pour un pays. C'est extrêmement difficile. C'est vraiment difficile. Par contre, ce que tu peux faire, c'est animer une démocratie, la rendre un peu plus vivante et puis donner en fait la parole aux gens pour qu'en fait ils puissent sans arrêt proposer de nouvelles lois ou s'opposer à des lois qui d'aventure seraient maladroites. Et ça fera réfléchir les politiques. Parce que si maintenant en Europe on avait un droit de référendum et puis que les gens disaient non mais ça nous ce truc, les gens votent. Et le truc qui est sain dans cette affaire, c'est qu'en fait s'il y a une votation, il y a un débat public. Et s'il y a un débat public, ben, les gens d'automobile vont s'exprimer, les gens de conduire vont s'exprimer, là, puis au bout d'un moment, les gens tranchent, mais une fois que les gens ont tranché, ils ne peuvent pas dire, ben, c'est de la faute de ces, entre guillemets, comptes politiques. Et de croire qu'en fait, tout s'explique parce que les mecs sont pas compétents, moi, je pense que ça tient pas la route. Ce serait bien, si c'était un problème de compétence dans la politique, uniquement, alors ce serait facile à résoudre. Et malheureusement, je pense que c'est un mix. T'as un mix. C'est un peu cette incompétence parce que, comme tu dis, personne veut faire du mal aux marmottes et tout, mais ils ont quand même fait arrêter les centrales nucléaires
il y a quoi, 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière, Mhm. et que maintenant, on veut tout électrifier. Donc, tu as des choses qui ont été faites par des prédécesseurs aussi Mhm. qui manquent de vision sur le long terme. Et je pense que ouais, il faudrait avoir un système où, à un moment donné, comme tu dis, il faut que les décisions qui ont été prises, elles ont pu être expliquées avec Mhm. tant le trade-off environnement, mais aussi l'impact que ça va avoir sur Ouais. les emplois, etc. Et que pas Et, juste prendre une décision tout ouais. seul Et puis, tu à as Bruxelles. deux étages, c'est-à-dire qu'il y a proposer une nouvelle loi ou s'opposer à une loi qui a été votée, puis tu as, en fonction de l'étage dans le millefeuille, est-ce que c'est un truc pour toute l'Europe, pour un pays, pour une région dans un pays, etc. Et c'est clair, alors ça a l'air comme ça hyper compliqué, ça l'est, en fait, ça coûte un peu de sous, mais c'est le vivre ensemble. En fait, quand tu fais un projet avec beaucoup d'individus, avec des objectifs qui sont complexes à articuler, tu vois, c'est compliqué de mettre en place des KPI. Une entreprise, c'est relativement facile. Tu as le cours de bourse, il y a le cash qu'elle dégage à la fin de l'année. Une entreprise, elle ne se fixe jamais le fait qu'elle veut faire augmenter le nombre de salariés, point barre, quels que soient les résultats financiers. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Donc, elle a une vue tout à fait partielle du bien commun. Mais c'est déjà compliqué dans une entreprise. Donc, je suis pas sûr qu'un système aussi simple puisse fonctionner pour quelque chose aussi fin que la démocratie. Et le système suisse, il est pas mal, en fait. Il faut peut-être un peu plus l'étudier. Il faut s'habituer au fait. Et très étonnamment, en fait, les masses, le peuple vote souvent avec beaucoup de bon sens. Je trouve que les gens sont assez malins, souvent. Pas toujours, mais souvent. Le système n'est pas parfait non plus, mais je trouve que ça aide quand même beaucoup. Oui, puis au moins tu participes. Tu es un peu dans le Ouais, buy-in, tu es dans la co-création, puis tu te dis, ouais, voilà, au moins j'ai pu voter. Puis si après ça marche mal, eh ben, tu dis, voilà, moi ouais. j'ai pu au moins donner mon avis. Exactement. Et je pense que ça, en fait, donner une voix, ce d'autant plus que maintenant, en fait, avec les moyens qu'on a de s'informer, en fait, on va à l'évidence vers une démocratie qui sera beaucoup plus vivante, plus participative, etc. Et je pense que particulièrement en France, comme les politiciens sont très bons et ont beaucoup de pouvoir, c'est très ennuyeux. C'est comme de downgrader ton job. Tu vois, tu dis, bon, aujourd'hui, je peux décider, faisons en sorte que je puisse plus. C'est pas bon. J'aimerais me pencher un peu plus, parce que comme on le dit souvent, je pense que par rapport à la fabrication de voitures, des coûts de production énergétique, machin, je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il y a une partie un peu plus mystérieuse par rapport au software et à la tech et à l'intelligence artificielle. Donc, Mhm. Luca De Meo, il parlait de Ampère, je connaissais pas du tout, mais c'est un peu leur comment dire, leur factory digital où ils ont une équipe qui a pas mal d'expérience là-dedans. Et lui-même disait qu'ils avaient 20 ans de retard sur Tesla en termes de software. Et c'est vrai, hein, toi qui as une Tesla, donc tu peux nous le confirmer et que tu aimes beaucoup cette boîte. Enfin, tu sais ce qui se passe là-bas. Euh, Moi, j'ai trouvé certains profils des personnes justement chez Ampère. Donc, c'est ampere.cars, c'est RS. Et j'ai trouvé deux, trois profils intéressants, mais le problème, c'est qu'ils ont commencé en novembre 2023. Donc, il y a eu ce constat qui a été fait en novembre 2023, donc il y a à peu près une année, 15 mois, enfin, je ne peux même pas compter les mois, mais ça paraît un peu tard, non, Pascal? Bah, bon, écoute, mieux vaut tard que jamais. Hein. Yann LeCun, le patron de l'IA chez Meta, il est français. Enfin, il y a Mistral. Je veux dire, faut pas sous-estimer la France et l'Europe dans le domaine. Je dirais, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Là, on commence par la bonne, pour une fois. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, maintenant, avec l'intelligence artificielle qui permet d'aider à faire du code, il y a deux choses qui changent. La première, c'est qu'avec des équipes beaucoup plus menues, beaucoup plus restreinte et à moindre coût, tu peux faire beaucoup plus de code, beaucoup plus vite et de meilleure qualité. Je veux dire, il y a 20 ans, se lancer dans un projet comme ça, c'était quelque chose de gargantuesque. Je pense que là, maintenant, c'est devenu significativement, allez, on va pas dire facile, parce que s'il y a quelqu'un de chez Ampère qui nous écoute, il va nous plastiquer notre voiture, parce que, je veux dire, c'est pas simple, mais on a des outils, en fait, qui permettent d'aller, mais infiniment plus vite. Donc ça, c'est une excellente nouvelle.
je pense que la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, l'Europe, historiquement, elle n'est pas bonne pour des domaines industriels qui se développent très vite. On est bon pour la fonderie des moteurs 6 cylindres en ligne BMW, le meilleur moteur du monde, qui ronronne et qui fait ça bien, mais la thermodynamique, c'est quelque chose si tu veux, on raffine l'art de la fonderie pour des moteurs thermiques depuis 200 ans. Et en Europe, on est historiquement bon pour des choses qui se développent lentement, comme l'horlogerie ou l'automobile, où on a pu accumuler un savoir, le transmettre avec les apprentissages, etc. Et en fait, le soft, c'est plus du tout comme ça. En fait, en 5 ans, depuis l'arrivée de ChatGPT, etc., la manière de développer des softwares, elle est plus les mêmes. Bill Gates, le patron de Microsoft, qui est pas la plus petite des boîtes qui fait du logiciel, a dit que le software, c'était mort. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien comme statement quand tu es à la tête de Microsoft. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est le machin qui va pouvoir développer un software beaucoup plus rapidement en posant à ton ordinateur, en me disant, ben, mon tableau de bord, je voudrais qu'en fait, il soit rose et puis je voudrais que tu m'affiches les ventes, que tu me fasses une prédiction pour les ventes dans 3 ans. Boum. Et puis, tu as ton tableau de bord. Et ça, c'est quand même très, très nouveau, hein. Moi, j'ai codé, en assembleur pour des microcontrôleurs, c'est pas tout à fait la même vitesse de développement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'IA, donc en fait, on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus vite avec des équipes beaucoup plus réduites. Ça, c'est une super, super nouvelle pour Ampère. De toute manière, c'est vrai que c'est un peu tard, mais autant le faire maintenant plutôt que pas. D'accord? Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, en Europe, on est lent et on fait les choses toujours tellement bien que ce domaine en fait du software, il continue à évoluer comme un dingue. Je ne sais pas si on arrivera à se faire à ce dynamisme-là. Il ne faut pas oublier qu'on a du retard par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport à la Chine, hein. Ils ne nous ont pas attendu là-dessus. Donc ça va être sportif. Mais ils n'ont pas le choix. C'est très bien qu'ils le fassent. Le premier profil dont j'aimerais parler, c'est celui du Chief Software Officer, donc qui a rejoint en tant que Global Executive VP Software et Systems en 2023, donc comme je disais, novembre 2023. Donc lui, il s'appelle Henri Bzeh, B-Z-E-I-H. Vous pouvez trouver son profil sur LinkedIn. Donc son parcours, il était chez Ford, ensuite il a fait Kia Motors, ensuite il a fait Flex Automotive, et après presque 4 ans chez Microsoft, donc Global MD Automotive Mobility. Et là, il est chez Ampère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment cette expérience dans l'industrie automobile et aussi tech, mais c'est pas non plus quelqu'un qui vient forcément que de la tech. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un peu ce background automobile, et que ce soit ni Kia ni Ford sont experts en software. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que c'est dramatique parce qu'il y a deux manières en fait de faire un truc comme ça. Une manière, et c'est ce que Renault a fait, à mon avis, ils ont eu raison. En fait, tu dis bon ben voilà, nous on connaît bien l'automobile, on met ensemble des ressources, donc on réunit des gens très très bien formés sur un site pour des connaissances automobiles, du software, il y a aussi tout. Vas-y. Non, je veux rebondir, c'est ce que tu dis, on connaît bien l'automobile. Est-ce que c'est là que se joue la chose? Est-ce que c'est l'automobile ou est-ce que c'est le software? Parce que j'insiste, et là je te reviens dessus. Toi, tu me dis, une Tesla, c'est un ordinateur sur des roues. Un iPad avec des roues, hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'automobile? Il y a deux approches. Tu peux venir de l'automobile et tu fais un meilleur software, c'est ce que fait Ampère. Ça vaut la peine d'essayer. Ils ont quand même Google dans les partenaires, c'est pas mal. Et l'autre approche, mais ça, c'est pas Renault qui va le faire, ce sera une start-up. L'autre approche, c'est-à-dire? L'approche digitale, culture digitale, AI first, ça peut être une bande de indignotiles qui connaissent très bien le software, qui disent, ben voilà, nous, on va faire un logiciel pour les automobiles, ils ont rien compris, on part de 0 et on fait ça à 10 pendant 2 ans. Tu peux pas du tout exclure. En gros. Ouais, mais attention, parce que Tesla, comme ils l'ont commencé il y a 20 ans, c'était une autre gamme. Tu peux pas comparer. C'est ça qui est tellement difficile dans l'industrie du software. En fait, un truc que tu as commencé par 20 ans, à mon avis, tu as plutôt un boulet au pied qu'un immense avantage. Je pense qu'en fait, si tu peux recommencer maintenant, t'es pas mal. Mais il faut le recommencer avec les outils d'aujourd'hui, voire de demain. Il faut être extrêmement dynamique. Et ça, tu le fais pas en héritant, si tu veux,
de toute comment dire, de toute tout l'héritage, toute la tradition, voilà, du moteur thermique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, que Tesla s'en sort, c'est qu'en fait, ils font pas de voiture thermique. C'est leur principal avantage. 100% d'accord avec toi. Tu vois, donc ils le font pas. Les Chinois, ils ont BYD. J'avais déjà dit, mais au départ, moi quand je travaillais chez JD, on leur achetait des batteries au lithium. Donc en fait, c'est un fabricant de batteries. Voilà, c'est autre chose. Et puis ils ont monté un team qui fait du software, mais ils n'ont pas tout cet héritage de l'automobile. Donc en fait, les deux grands qui gagnent, ils viennent pas de l'automobile. Mais moi, je comprends que Renault essaie, en fait, en rassemblant des gens qui sont motivés, visionnaires, et c'est pas parce que le mec, il a 25 ans dans l'automobile que c'est un gars qui est pas fort. Il est très, très bon. Je connais pas, mais je suis persuadé qu'ils l'ont pas sélectionné au Milan pour faire foirer le projet. Et je pense que c'est assez raisonnable. C'est-à-dire qu'ils mettent une partie de leurs ressources pour essayer de le faire avec des gens à l'interne et des collaborations. Et puis, si ça se trouve, il y a une start-up qui va émerger, qui va faire un OS de voiture open source. Et ils utiliseront ça. C'est complètement possible. Tu pourrais repartir d'Android et puis tu commences à faire un truc comme ça. C'est pas impossible. Et je pense qu'avec les avancées de l'IA, c'est probablement ça qui va se passer. Et puis ensuite, ils pourront reprendre cette plateforme pour en faire quelque chose de mieux. Alors attends, pour parler d'IA, donc ils ont Luc Julia, donc c'est le directeur scientifique, lui il est arrivé en 2021, donc Chief Scientific Officer de Renault Group. Il était de 2012 à 2021 CTO et SVP d'innovation chez Samsung Electronics. Il était directeur chez Apple, donc il est le co-auteur des patentes de Siri. Il a fait ça pendant une année, puis il était aussi chez HP. Donc lui, il m'a l'air d'être, ça m'a l'air d'être un très bon profil. Qu'est-ce que tu en penses? Il est antissime, il n'y a pas de problème. Mais je me suis mal exprimé, je précise, le défi, à mon avis, c'est pas l'IA pour rendre les véhicules autonomes. Ça, en fait, tout le monde a compris qu'il fallait le faire, ils vont le faire, et là, le mec, il est parfaitement bon, il n'y a rien à dire, ça va être super. Le défi, il est ailleurs, c'est si tu dois fabriquer un software, en fait, c'est une grande API géante qui va poser avec les différents capteurs qu'il y a dans la voiture. Et il faut faire ça à certains coûts énergétiques, etc., pour que ce soit fiable. Bref, c'est pas si simple. Le fait que les outils qui te permettent de programmer font des bons en avant qui sont absolument ahurissants, ça signifie qu'en fait, la productivité d'une équipe d'ingénieurs qui font du software, elle est en train de grimper en flèche. Et ça veut dire qu'en fait, le retard qu'a pris Renault par rapport à un Tesla qui vient d'un autre temps, il est peut-être rattrapable parce que les outils qui permettent de programmer, les outils qui te permettent de programmer plus vite, ils sont absolument fantasmagoriques. On est dans un changement de paradigme complet. Et en fait, pendant, je sais pas, 50 ans, faire du software, c'était l'aventure la plus risquée et la plus coûteuse qui soit. En gros, les gros projets de développement software, ça foire une fois sur deux. Hein, faut quand même pas se leurrer. Je veux dire, la réalité, c'est que c'est pas évident. Un projet software qui accouche et qui connaît une fin heureuse, c'est rare. Même si on s'y prend bien, même en étant agile, même c'est vraiment difficile. Et maintenant, en fait, il n'y a plus que le product owner qui compte parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide et facile de programmer. Donc, je pense quand même que là, il y a un changement de paradigme dont j'espère les gens chez Ampère vont pouvoir profiter et savoir profiter. Je dirais la principale difficulté, c'est le rapport au temps. En fait, quand tu viens de l'automobile, une plateforme automobile, ça prend 8 ans. C'est long, c'est lent. Et en fait, le monde du software, la culture digitale, c'est pas comme ça. En fait, il y a deux mecs qui ont une idée, ils y vont, ils disparaissent pendant 2 semaines, ils reviennent, ils font un proto. Ah bah oui, on change, on prend votre truc, c'est mieux. Tu vois, c'est quelque chose qui est infiniment plus agile. Mais en fait, tu peux pas forcément faire une espèce de planification top-down. Et je pense que c'est ça c'est la clé, en fait. Mais c'est un trait culturel. Et il faut bien voir, même pour les ingénieurs qui font du développement, l'arrivée de ces outils IA, c'est un immense bouleversement. C'est exactement comme pour les traducteurs. Tu traduis, tu es traducteur français-espagnol, puis maintenant, en fait, il y a ChatGPT, il y a DeepL, il y a tous ces logiciels qui le font, ça change quand même un peu ton boulot. Ben, c'est ça qui arrive à l'industrie du software.
Après, si tu veux mon avis, moi, je serais un peu plus dur. Bon, la chose positive, c'est que Luca De Meo, donc le CEO de Renault Group, c'est lui qui est aussi CEO de cette boîte. Donc, Mhm. il peut briser un peu les silos. Après, je trouve que même cette entité qui devrait être un peu plus agile, je la trouve assez rigide. Et pour moi, je pense que c'est ce qui va leur permettre de ne pas réussir. Enfin, tu vois, quand tu as des directrices des opérations industrielles, programme global Mhm. leader, directrice Ah, c'est clair. opérationnelle, Ah, tu- directeur ingénierie véhicule, EV, mécanique, directeur software, programme global leader. Enfin, à part le directeur software et puis le chief scientist, tu vois, directrice hein, qualité, machin. Ça, mhm. c'est tous des trucs qui vont te freiner, tu vois. Et ça me fait penser un peu à cette moto qu'avait Meta, enfin Facebook, qui te disait move fast, break things. Ouais, Et là, t'as rien à, enfin, mais, tu peux pas mais, bouger. mais Tu vois, t'as c'est même ça une que directrice j'exprimais. juridique, quoi. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Enfin, ouais. Si tu veux, c'est ça que j'exprimais quand je disais, il y a deux manières de le faire. Soit tu viens de la ils vont tradition pas le faire. automobile avec, on sait pas, peut-être. Soit c'est une start-up qui va le Non, mais faire. dis la vérité, Pascal, parce que toi, t'es trop Non, gentil. Et je suis pas sûr. c'est même toi qui m'a montré. Enfin, moi, je l'ai loupé cette ligne comme quoi il collabore avec Google. Donc, ça veut tout dire. Ouais, ah non, ça veut dire que là, ils ont une chance. Ouais, mais enfin, une chance de devenir esclave de Google. On parle encore de cloud capital et à un moment donné, donc ils développeraient à l'interne. Ouais, Et puis en même non, temps, tu as aussi Google non, qui non, fait parce du que, Waymo. non, non, non. Parce que si tu t'imposes, en plus de ça, de pas travailler avec les grands cloud providers, tu veux faire tes propres microprocesseurs, tu vas planter tes propres cornichons, tu fais ton propre vinaigre, et à un moment, tu t'en sors plus. Il faut choisir son combat. C'est soit tu dis, on veut y arriver et tu y vas, et je pense que c'est sincèrement ça qui y arrive, mais c'est vrai, tu le disais avec justesse. En fait, la structure pleine de directeurs et de boss de partout, en fait, waouh, c'est chaud, quoi. Si tu es un peu un développeur un peu agile et smart, tu vas aller dans la startup qui fait un truc concurrent plutôt que chez eux. Mais du point Merci. de vue de Renault, t'as pas 10 000, t'as pas 10 000 solutions. Il faut bien essayer. Et il faut pas sous-estimer aussi la gêne quand tu es dans une grande entreprise comme Renault. En fait, tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu laisses aller des mecs comme des cow-boys, ça va à l'encontre de la philosophie et de la culture de l'entreprise. Tu te fais tuer. Donc, j'espère, en fait, qu'ils vont, et je le pense, ils vont être très attentifs, en fait, à des initiatives externes qui, d'aventure, pourraient leur fournir une base de travail. Mais je pense que le principal défi, c'est la relation au temps. En fait, avec les outils IA pour programmer, la mise en place d'un programme comme ça n'a plus rien à voir en termes de temps et de nombre de ressources. Du coup, il faut être sans arrêt dans la réadaptation. Et ça, c'est dur à faire quand tu viens de l'industrie automobile. Tu sais, ça me fait penser à une histoire. Enfin, quand Netflix, ils étaient encore avec les DVD physiques qu'ils envoyaient par la Mhm. poste et après ils ont voulu passer au digital. Eh ben, toutes les réunions, quand ils parlaient du digital, ils n'avaient plus les personnes qui parlaient des choses physiques, tu vois. Donc là, quand tu as encore quelqu'un qui est dans le. C'était quoi? Enfin, je me souviens plus du poste exactement, mais quelqu'un qui fait encore des anciennes choses, qui est dans l'innovation, qui est dans le lab, bah, ça va forcément te freiner parce que lui va te dire ah ouais, non, mais, ah non, mais tu vois, c'est ça le truc. Mhm. Et je sais pas si tu avais entendu aussi, enfin, toi qui t'y connais encore mieux que moi, mais quand Apple, ils avaient décidé de lancer de nouveaux produits et notamment le Macintosh, ils ne l'avaient pas fait dans le building où tout se passait. Ils avaient pris un autre building à quelques centaines de mètres et puis ils avaient planté sur le toit un drapeau de pirate, tu vois. Et en Mhm. fait, ça te donne cette culture, Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect qu'il n'y ait pas de rien. Il y a aussi le célèbre truc où, en fait, une fois qu'ils avaient viré Steve Jobs à la tête d'Apple, enfin, ils avaient engagé ce qu'ils appelaient un MBA. Le mec, il avait géré Pepsi, je crois, un truc comme ça. Et, bon, ça n'avait complètement pas été. Enfin, ce sont des entreprises qui sont assez difficiles à gérer parce que le rapport au temps, il est différent. C'est-à-dire, quand tu gères une entreprise, ce que tu aimes bien, c'est à diminuer ta quantité de soucis et d'ennuis. Le job d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir beaucoup d'ennuis qui s'accumulent dans une journée, puis d'essayer de faire des choses stratégiques si d'aventure on y arrive. Bref, c'est un job passionnant. Et en fait, ça fonctionne pour des industries qui sont bien connues, qui sont mûres, qui sont stables et qui changent pas trop vite. Mais là, on est dans un truc complètement différent. On est dans un truc avec des creux de 6 mètres,
des vagues scélérates de tous les côtés, du vent, plus de vent, de la pluie, pas de pluie. Je veux dire que c'est absolument complexe à gérer. Et pour ce faire, il faut pouvoir faire preuve d'une résilience et d'une agilité absolument ahurissante. Exemple, tu pars sur une piste technique, tu dis, bon, ben voilà, on y va, on met 10 millions là-dessus, puis tout d'un coup, 6 mois après, tu te rends compte que c'est un DLN et qu'il y a une autre manière de le faire qui est mieux, ben, tu mets toi à la poubelle et tu continues. Dans une grande entreprise qui a l'habitude de prendre d'excellentes décisions, mais de manière lente, ce style-là, il est insupportable, parce qu'en fait, il faut aller très vite et puis accepter qu'on s'est trompé. Donc, il y a tout l'univers politique de l'entreprise s'écroule. Donc, c'est vraiment un changement culturel qui est terrible. Juste pour matiner cette explication, quand on prend un Doliprane, on est content qu'en fait, il y ait des processus de ouf qui fassent en sorte que ce Doliprane ne te tue pas, parce qu'il a été bien fabriqué. Donc, en fait, les industries ennuyeuses et lentes, ça a plein de bons côtés. Quand tu prends des antibiotiques parce que tu as une angine, bah, tu guéris. Pourquoi? Parce que cet antibiotique, il est nickel, il a été fabriqué dans une usine hyper sérieuse avec des mecs qui contrôlent la qualité toute la journée. Et ils éliminent le risque lié à la fabrication d'un mauvais médicament. Ça va. Parce que la pénicilline, c'est pas un truc qui change tous les jeudis. Mais quand tu fais du software, que les moyens de fabriquer du software, que les raisons pour lesquelles tu fais du software changent de mois en mois, tu es dans un monde qui est en permanente réinvention et en termes de style de management, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas adopter les mêmes méthodes. Et je pense que le défi, il est là, en fait. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'ils ont décidé de faire Ampère. Ils l'ont sorti, tu vois, pour pouvoir donner d'autres règles, gérer les gens différemment, etc., etc. Parce que tu dois permettre des choses comme, eh ben voilà, il y a Paul, Jacques et Jean qui sont sur un projet, bon ben c'est OK, vous louez un open space à quelque part et vous travaillez pendant 2 mois dessus, c'est OK. Ça dans une société comme type pharma, tu laisses pas faire. Tu dis non, les mecs, vous venez au bureau, vous travaillez selon nos process. Tu les laisses pas partir en steak comme ça. Mais dans un univers très, très dynamique, tu dois le permettre. C'est plus compliqué à gérer. En tout cas, c'est différent. Et surtout, culturellement, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est quelque chose qui est, c'est un autre monde. Et ce monde-là, il est bien plus fit pour les Américains. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'ils ont cette espèce de rapport au risque qui est moins sévère ou moins sur le reproche, premièrement, et puis deuxièmement, parce qu'ils sont quand même à la base de toutes les innovations dans le digital, puisqu'ils mènent la course. Donc évidemment, on ne sait pas si c'est parce que culturellement ils sont plus fit ou si parce qu'à force de faire du digital, ils vont adapter leur culture, mais enfin, peu importe. Le digital aux US, ça marche mieux. Il y a une industrie qui est colossale et on n'a quasiment rien en Europe. Donc en fait, on part de très très loin. C'est pour ça que je pense que le pari du patron Renault, il est très très bien. Il a fait une espèce d'entreprise annexe pour essayer d'enlever des règles. C'est ça, en fait, qu'il fait. Il y a un autre site internet, une autre politique des ressources humaines, etc. Du coup, c'est bien ce qu'il fait. Et moi, je pense que leur grande chance, en tout cas, c'est ce que je ferais à leur place, c'est de parier sur une gestion complètement différente des projets et de foncer avec ces outils d'IA qui permettent de développer du code. Ça, c'est une opportunité en or. Ça veut dire que les 20 ans de retard, c'est un avantage. Tout d'un coup. Tu vois, ça, c'est vraiment le gros avantage. Mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Garino De Luca, le patron de Logitech, il m'avait dit une fois, Pascal, les entreprises ne changent pas et si elles le font, c'est une expérience de mort imminente. Et c'est assez vrai. Dit autrement, quand tu restructures une entreprise, bah, il faut changer beaucoup de gens, ce qui est une manière de la faire mourir pour qu'elle renaisse, simplement pour que les gens se débarrassent des habitudes, parce que tu les changes, tu changes l'équipe de foot, tu changes les joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est que faire changer de modèle à une entreprise, et c'est ce que Renault essaye de faire avec un succès, en tout cas jusqu'à maintenant, un certain succès, c'est extrêmement difficile. Il y a très peu d'industries qui ont réussi à faire ça. Je veux dire que faut pas croire que on sait comment faire et puis que c'est simple. Ça n'est pas vrai, c'est très difficile. Donc là, je trouve qu'ils y vont bien, mais il faudrait rester attentif au fait qu'il y a l'opportunité, à mon avis, pour une start-up de faire quelque chose. Ils seront rachetés par Ampère. C'est possible. Et justement, là-dessus, moi, j'ai un concept que j'aime beaucoup qui a été introduit par, comment il s'appelle, Théodore Levitt, qui s'appelle Myopie Marketing. C'était dans le Harvard Business Review de 1960 et il te disait justement, il te donnait l'exemple
des chemins de fer. Et il te dit que le concept, c'est avec l'industrie ferroviaire américaine qui a décliné, comme elle s'est vue dans le business du train plutôt que dans le business du transport, tu vois. Et on le voit notamment, on parlait de Netflix avant, qui sont sortis justement de cet aspect produit avec le DVD, mais qui sont vraiment dans le business du divertissement. Et là, on pourrait l'imaginer et je pense que Luca De Meo et leur équipe doivent connaître forcément ce concept, et que peut-être à un moment donné, ils vont sortir de cet aspect produit et plus se concentrer sur les besoins fondamentaux des clients qui est en fait la mobilité. Et c'est ce que tu disais il y a quelques semaines en arrière, où le fait de posséder une voiture est peut-être devenu obsolète, mais ça va être de la Waymo où tu veux te déplacer d'un point à un autre, et c'est vraiment cette mobilité, et que le produit, c'est plus forcément la voiture. Ouais, mais ça, j'ai aucun doute, en fait, que Renault, ils ont des plans là-dessus, qu'ils étudient tout ça, qu'ils connaissent les seuils de rentabilité, qu'ils savent à quel moment, quelle technologie va permettre de déclencher ce modèle d'affaires. Donc, à mon avis, ils sont dessus, c'est complètement OK pour eux. Et puis, Renault, ça ne deviendra plus une marque de voiture, mais ce sera l'expérience de la mobilité à la française, on dira. Donc, je ne sais pas, mais je parie beaucoup, en fait, qui sont déjà sur le coup et qui y ont pensé. Je pense que la difficulté, elle n'est pas tellement là. La difficulté, elle est plus que le patron de Renault, il se fait convoquer il se fait passer à la questionnette. Et ce dont on lui parle pratiquement pendant les 2 heures de cet entretien, c'est horrible. La fonderie en Bretagne. Ah, punaise. Alors, une fonderie, ça fait quoi? C'est pour fondre des culasses, pour un moteur thermique. Puis, en fait, on lui dit, vous devez réussir l'électricité, on va vous mettre une amende de dingo en 2025 si vous avez pas assez de volume. Et en fait, on lui prend 2 heures pour lui dire, mais pourquoi ça va pas en Bretagne? Alors que il avait l'air d'expliquer qu'ils ont essayé plein de choses, qu'ils ont proposé un plan, mais que voilà, ça ne fonctionnait pas. Bref, je connais pas le cas, on peut pas juger, mais je pense pas que le mec il se dit, on va flinguer une fonderie en Bretagne, comme ça je leur des ennuis toute la journée. Sûr que non. S'il le fait, c'est qu'en fait il a une raison, une bonne raison. Et du coup, tu peux pas dire à quelqu'un, vous changez en fait de métier, parce que si ça a passé à l'électrique, le mec il met en place son père, et puis après tu le tortures parce que, enfin tu le passes à la questionnette parce qu'en fait il y a peut-être une fonderie en Bretagne qui a du mal. Alors on pourrait dire, voilà, il faut s'occuper, la société doit s'occuper de ces gens en Bretagne qui sont dans une fonderie, qui perdent leur job, c'est extrêmement difficile, c'est une misère sociale terrible, et il faut les aider à se convertir, il faut peut-être faire du software d'ailleurs, il faut pas les laisser tomber, hein. Encore une fois, une société heureuse, une société où tout le monde a quelque chose à perdre, donc il faut qu'ils aient un stake in it, il faut qu'ils aient quelque chose à faire, mais le vrai défi, c'est de préserver l'industrie automobile en Europe, parce que sinon, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont jeter. Il faut être bon, on n'a pas le choix. Et en plus de ça, être fort, c'est quand même préserver l'industrie automobile ou se focaliser sur la mobilité. On est d'accord, mais c'est une manière. Pour être plus sophistiqué quand même. Ouais, ouais. On passe du temps au moins que les préserve la mobilité, avec en la réinventant avec le train, etc. Mais si tu veux, pour ça, en fait, il faut que le politique donne des directions qui soient claires et surtout qui soient cohérentes. Parce que, je veux dire, l'incohérence complète, ça n'aide pas. Tu vois? Je veux dire, tout le monde sait en fait qu'on est en train d'électrifier le parc automobile pour bord. Ça va pas sauver les marmottes. Et ça, moi, personnellement, ça me heurte parce que je trouve que faire un effort colossal pour rien, c'est vraiment un peu, c'est ballot. C'est vraiment dommage. Rendons cet effort, disons, utile. Bah oui, puis surtout que, comme tu dis, tu as toute cette misère après sociale où les gens ils perdent leur emploi et que c'est pas facile. Non plus, j'imagine dans certaines villes, des petites villes, c'est pas aussi facile de retrouver un boulot, surtout si tu as fait 15 ans, 20 ans dans une fonderie. Le transfert de compétences ou la réformation, ça doit être super compliqué. Donc pour toi, comment tu le vois en fait l'avenir de Renault? Donc ils ont ce Ampère, apparemment ça va être leur flagship. Pour moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des gens assez compétents, mais la structure et la culture qu'ils ont mis en place, ça va être compliqué. J'ai un peu peur par rapport à l'aspect,
toi, tu trouves que c'est un bon point. Moi, je me dis un peu l'aspect Google derrière. Évidemment, tu peux pas tout refaire. Donc, c'est là qu'on voit encore une fois que les Google, les Seven Magnificent, comme tu dis, ils ont un steak partout et que, Mais oui, comme dit Bourfakis, c'est ça, le cloud computing, c'est impressionnant, quoi. Cloud Capital, Varoufakis, c'est Cloud Capital, ouais. ouais. Mais je sais pas, moi, mon intuition, c'est que déjà, un constat qu'on peut faire, c'est qu'en fait, c'est bien que Renault l'ait fait. Je veux dire, on peut pas dire Oui. Renault, voilà, il faut pivoter, leur taper sur les doigts quand ils Ah essaient. non, c'est bien, c'est bien, c'est clair. Donc c'est bien. Pas qu'ils attendent nos encouragements, mais disons, moi je pense que c'est bien. Je pense le fait qu'il l'ait fait à l'extérieur, c'est déjà un excellent signe sur leur change de Oui. risque. Ça va aider à assouplir la structure et tout. Ça reste quand même assez corporate, on est d'accord. Il n'est pas impossible en fait que ce soit en fait une coquille pour pouvoir lister les contraintes qu'ils ont et puis introduire des startups. Oui. Tu vois, peut-être. En fait, peut-être qu'ils vont prendre la technologie de Waymo, etc., etc. C'est vrai, quand tu vas chercher les vis et les boulons, tu ne te poses pas la question de savoir où ça a été fabriqué. Et puis si c'est une technologie américaine ou je sais pas où, moi, tu vois, on s'en fiche en fait. C'est une commodité. Et c'est pas impossible en fait que le système de la voiture autonome et l'informatique qui soit derrière, ce soit un peu une commodité. C'est peut-être ça qu'ils espèrent. Du coup, ils font une espèce de cahier des charges géant à l'extérieur de Renault avec les meilleurs pour comprendre en fait comment intégrer les choses. C'est pas si simple. Après, il faut quand même produire des voitures, mettre à jour le software on the air, etc. Et du coup, peut-être qu'ils rassemblent toutes ces contraintes, puis qu'en fait, ils vont commencer à scanner l'extérieur pour pouvoir les intégrer beaucoup plus vite. Je ne sais pas. Mais je suis persuadé que si cette opportunité se présente, ils la saisiront, j'ai aucun doute. Moi, dans une situation comme ça, tu peux faire qu'une seule chose. C'est tu mets plusieurs fers au feu. Tu fais une solution interne, tu fais une deuxième solution interne, tu regardes toutes les solutions externes, tu travailles avec Google, tu travailles avec Microsoft, etc., etc., parce que tu peux pas. Si Avec le Geely, ils l'ont projet, fait aussi. Hein. Ils ont fait un partenariat avec Geely, le constructeur chinois. ben, ils sont pas fous. En fait, ils travaillent avec des gens qui sont forts et ils ont raison. Tu peux pas dire aux gens, si tu veux, cette espèce de nationalisme scientifique, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Il y a des gens intelligents partout. Il faut que l'information elle circule. C'est pour ça que moi je suis un grand fan de l'open source parce que je pense que c'est une très très bonne manière de mettre un petit peu les régions du monde sur égalité et de partager. C'est un bien commun. Donc ça, je trouve que c'est une très très jolie manière de faire avancer en fait la collectivité. L'open source, c'est le seul bien commun qui échappe à la fameuse tragédie des communs, hein, qui a été largement décrite. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il me semble pas que Renault fasse quelque chose de faux, tu vois. Et je pense que si une opportunité nouvelle se présente, ils la saisiront, mais on peut pas, en plus, leur reprocher de travailler avec Google, etc., etc. Peut-être qu'ils auraient pu le faire plus vite, peut-être pas. Peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit, ça je sais pas, mais on peut imaginer que tout d'un coup, ils voient les progrès des assistants au codage type euh, Cursor ou ChatGPT, peu importe. Puis, du coup, ils disent, ouh là là, c'est le moment, maintenant ça va aller très vite. On est dans un moment d'accélération, donc en fait, on fait une structure externe qui va en fait évaluer ces nouveaux softwares qui sortent tous les jours, les tester, etc., etc. Peut-être qu'ils mettent le corporate nécessaire pour l'intégration après dans le grand groupe à l'extérieur pour gagner en agilité. Mais c'est pas tout à fait certain qu'ils comptent que sur eux. Si par exemple, on fait un cas concret, si Waymo leur dit, bah voilà, nous en fait, on a ces véhicules autonomes, on met un LiDAR, donc comme un radar, mais pour des distances différentes. Enfin, bref, ils ont toute une série de senseurs. Ils leur disent, voilà comment ça marche. On vous vend une licence. C'est comme de prendre une licence sur les vis et les boulons. C'est pas le drame. Ils font ça pour plein de choses, en fait. Ils ont les équipementiers. T'es pas obligé de tout faire toi-même. Du coup, là, maintenant, c'est une course dans le temps. Ampère Cars est certainement très bien financé, très bien managé. Je veux dire, quand même, si le boss de Renault se met lui dans ce truc, c'est que ça l'intéresse. Ouais, ça c'est important, ça. Ça C'est c'est qu'il super veut, important. c'est qu'il veut savoir ce qui se passe, c'est qu'il veut pouvoir contribuer, il veut pouvoir. Il essaye de comprendre, à mon avis, il veut mesurer lui-même l'avancement, il veut s'assurer que la direction stratégique est bien respectée, et il prend du temps
pour lui-même comprendre quels sont les défis auxquels l'équipe fait face. Est-ce qu'il nous faut un nouveau partenaire? Dans ce cas-là, il prend son téléphone, il l'appelle. Est-ce qu'il faut plus de ressources? Mais on ne fait pas un bébé en un mois avec 9 femmes. Hein? Avec 9 femmes, tu peux éventuellement faire 9 bébés en 9 mois. Bonne chance, c'est pas une recommandation. Mais je veux dire, en un mois, tu fais pas un bébé. Et du coup, il y a des choses qui prennent un certain temps. Et le fait qu'il se positionne comme capitaine de ce projet, je trouve que c'est un excellent signe. Il peut pas tellement faire plus que d'y aller lui-même. Il met les mains dans le cambouis, donc c'est bien. Si tu veux, c'est vraiment bien. Il y a Mistral en France. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut en fait pour y aller. Je pense que le truc le plus délicat et le plus difficile, c'est l'aspect culturel. Ça, moi, je l'ai vu dans des tas d'entreprises quand tu fais une digitalisation. T'as typiquement des gens qui avaient l'habitude de contrôler si telle et telle information était juste. Quand tout est digitalisé, en fait, il n'y a plus ça. Ça a disparu. Alors ça, les enquiquines, et on le comprend aisément, hein, c'est très désagréable de perdre sa pertinence en fait dans un collectif. Et du coup, il faut beaucoup d'habileté pour en fait faire des changements culturels de cet ordre. Mais le fait que le patron de Renault se mette aux commandes, ça veut dire que pour lui, c'est important. Ouais, je regardais la vidéo là à l'instant justement, et c'est vrai que ça me paraît vraiment beaucoup corporate. Hein. Enfin, ils présentent là leur campus à Sofia, Antipolis et tout, enfin, tu vois, dans la vidéo, c'est que du manager et tout. Donc, Et puis, si tu veux vraiment aller vite, tu vas pas dans un campus universitaire, tu vois. Je crois que c'est même, je sais même pas si c'est un campus universitaire, je crois que c'est leur truc, mais si tu regardes, Non, je Sofia partagerai Antipolis, il y a un gros truc là-bas. Ouais, peut-être ils ont des bureaux, mais enfin, tu vois, ils interviewent l'office manager. Enfin, c'est là où tu vois que je pense que l'intention est bonne. Maintenant, ça va être plus dans l'exécution. Euh, mais ça me paraît compliqué. Et la chose qui me titille le plus, c'est que je me dis, enfin, si tu as Google derrière, qui eux aussi sont derrière Waymo et tout, et puis qu'au final, enfin, toute la partie cloud, toute la partie développement est faite par Google. Tu peux white label, enfin, c'est juste du white Mais je label, pense quoi. qu'ils n'ont Tu pas le mets ton choix. logo. Ils n'ont pas le choix, ouais. Tu peux pas tout réinventer. Si tu t'imposes de refaire un cloud, déjà, c'est quelques milliards d'investissements, ils n'ont pas les sous, il faut qu'ils les mettent ailleurs. Ils n'ont pas les Ensuite, connaissances aussi. il faut les connaissances. Mais les connaissances industrielles, de nouveau, c'est le même truc. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, moi, Ouais, je puis ils vont pense pas te laisser aussi. moi, ça, je suis pas sûr. Mais si tu veux, rien que pour mettre en place une structure cloud qui tienne la route, etc., c'est déjà plusieurs années. Le train, il est déjà passé. Et puis, il faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'en fait, avec je le redis encore une fois, les nouveaux outils qui permettent de programmer, c'est la révolution qui est en train d'arriver dans le software, c'est la même qu'il y a eu pour les traducteurs. En fait, faire du software, maintenant, c'est devenu traduire. Ouais. Et du coup, si même un progrès constant et qui serait pas non linéaire, ça va à une vitesse de dingue. Donc, ça donne une bonne chance, en fait, aux industriels de rattraper leur retard. Parce que si ça se trouve, le software, il y a pas de monte, en fait. On va pouvoir y aller facilement. Et les problèmes sont ailleurs. Mais il faut croire en cette initiative. Moi, je pense aussi qu'il faut, je crois beaucoup pour ce type de choses dans le fait qu'il y ait une nouvelle entreprise ou plusieurs qui se montent. D'accord? Ça, il y a des gens qui vont le voir. Et puis, ils font ça à la flèche. Et puis, sur 10, on a un qui réussit bien et un deuxième qui réussit à peu près. Et puis, ça peut être des forces vives à intégrer dans des choses comme en paire d'autres cages plutôt que directement chez Renault. Où là, les chances de tuer l'innovation sont pas nulles. Tesla, ils sont sur quoi comme cloud? Ils ont leur propre cloud ou ils sont sur. Alors, les opérations, je sais pas, mais ils ont redéveloppé en fait un OS pour une voiture from scratch. Ils ont fait c'est un truc de ouf, tu vois. C'est vraiment un projet de software. D'ailleurs, ça se met à jour tout seul, c'est complètement transparent, ça fonctionne à chaque fois. Le truc où Tesla galère, c'est les essuie-glaces intermittents. Ça me fait toujours marrer parce que les essuie-glaces intermittents, c'est vraiment un truc que les vieux constructeurs automobiles ont résolu depuis longtemps. Tesla, alors, tout le reste, ça marche top nickel, mais alors, enlever la pluie, c'est un peu galère. Et ça me fait marrer parce que c'est une partie facile pour les vieux constructeurs qui est dure pour les nouveaux. Puis les choses
difficiles, s'il veut, faciles pour des constructeurs de Tesla, elles sont difficiles pour les autres. Ça marque bien qu'en fait, il y a une opposition culturelle qui est assez forte. On ne fait pas les choses de la même manière. Tesla, ils testent les choses moins. Ils disent, ben voilà, on a une release software pour les essuie-glaces intermittents. Vas-y, mec, on verra si les gens sont contents parce que j'imagine qu'ils peuvent mesurer si tu appuies souvent sur le bouton toi-même. Et puis, ils testent ça comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout, en fait. C'est beaucoup plus aventureux, aventurier, rigolo. Et encore une fois, c'est une manière qui est fantastique, au fan entretien, c'est génial. Mais la vérité, c'est que pour un constructeur automobile qui est centenaire, mettons, c'est un changement culturel de fou. Alors qu'avant, ça prenait 8 ans pour qualifier une modification. Maintenant, c'est bon, on est là. Il y a 3 mecs dans un garage qui décident. C'est un autre état d'esprit. Bon, en tout cas, voilà, hein, je te remercie, Pascal. Donc, Mais je il y a t'en des prie. bonnes choses, il y a des choses un peu plus compliquées. On donne beaucoup de courage à ceux qui traversent Ouais, cette transition, pas dans les meilleures conditions. Et je pense on peut en déduire que ça va pas aller dans le bon sens pour tout ce qui est fonderie, tout ce qui est, enfin, on va dire, voiture traditionnelle, thermique, et que la place, ça va vraiment être au software. Et puis, pour ceux qui ont envie, bah, c'est le moment d'apprendre de nouvelles compétences, hein. Tu dis souvent un abonnement YouTube, des oui. formations, et puis en 6 mois, une année, on peut déjà s'entraîner, puis développer des nouvelles choses pour rester ou augmenter son employabilité sur le marché de l'emploi. Absolument, il ne faut pas du tout perdre espoir. On est dans un moment de changement vraiment rapide à tout plein de niveaux. Donc, on peut voir ça comme, en partie, en fait, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, puis c'est un peu angoissant, mais il faut aussi voir que dans un moment de changement, en fait, vos chances d'y arriver, il y a de nouvelles opportunités aussi qui se présentent. Donc, faut voir les deux. Il faut voir les opportunités qui disparaissent et les nouvelles qui sont en train d'être créées. Mais la clé pour ça, je pense, c'est vraiment d'investir sur toi-même. Il faut pas être arrogant ou croire qu'on sait tout, mais il faut se faire suffisamment confiance pour penser qu'on va pouvoir apprendre, évoluer, s'améliorer. Rien que ça. Et en fait, l'abonnement YouTube, c'est pourquoi je répète ça tout le temps. C'est parce que si tu prends un abonnement YouTube Premium, tu n'as plus les publicités et là, tu as la plus grande université du monde dans ta main. Et c'est absolument extraordinaire. Et tu peux regarder des gens qui font du crochet, tu peux regarder des gens qui font de la peinture, des gens qui font de la technologie, il y a tout sujet. Il y a même des cours de psychologie de Yale. Enfin, voilà, c'est un éventail infini de connaissances qui sont à disposition. Alors, acquérir des connaissances, ça fait pas un savoir. Après, il faut encore se mettre en route et puis utiliser ça dans le monde réel. Mais quand même, je trouve quand même chouette que la plus grande université du monde soit quasi gratuite et est disponible sur un téléphone. Ça m'a l'air d'être une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'en fait, il faut s'y mettre. Mais de mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. Ça rend la vie plus rigolote. Super. Merci beaucoup. Ciao, Ciao, ciao. Younes. Merci. Ciao, Pascal.